Bienvenue sur Oli et Thanato, le podcast qui parle de la mort et des deuils pour les vivants. Je suis Charlène, accompagnante des deuils et facilitatrice des transitions de vie. Dans ce nouvel épisode, notre invité va vous partager l'épreuve à laquelle il a dû faire face. Que lui est-il arrivé ? Qu'est-ce qu'il a mis en place pour accepter cet obstacle de vie ? Comment a-t-il fait preuve de résilience ? Qu'est-ce qui lui a permis de se relever ? À travers ces mots, vous percevrez qu'aussi terrible soit un deuil, une perte ou un changement, ce ne sont pas des fins en soi. Il est possible de s'en relever en cheminant pas après pas, chacun à son rythme et avec ses propres ressources. J'espère que vous trouverez l'écho et la résonance dont vous avez besoin pour cheminer dans votre propre processus, accueillir l'impermanence de la vie et voir cette transition comme une renaissance. Écoutons tout de suite son témoignage de résilience. Bonjour à tous, je suis ravie de pouvoir enregistrer un nouvel épisode et aujourd'hui j'ai le plaisir de pouvoir accueillir Isabelle. Isabelle, merci pour ta confiance, merci pour ton temps et merci pour cet épisode qu'on va enregistrer ensemble et je te laisse te présenter de la manière dont tu le souhaites. Alors bonjour à tous et aux auditeurs de Charlène. C'est avec un grand plaisir que je viens aujourd'hui parler de comment nos disparus peuvent nous redonner du sens à la vie et faire en sorte qu'on soit là aujourd'hui pour évoquer la vie et l'envie. Donc j'étais infirmière pendant 40 ans, j'ai 63 ans. J'ai été maman de 3 enfants, je suis grand-mère à ce jour de 4 petits-enfants et la vie m'a rattrapée puisque j'étais accompagnatrice en soins de cancer et en 2000, j'ai eu mes premiers gros chagrins où j'ai été impactée par le décès des gens de ma famille, où là, j'ai dû reconsidérer la vision de la mort. Et donc cette vision de la mort, comme tu l'as dit, elle s'est reconsidérée au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des pertes aussi, malheureusement. Il y a une perte qui a été plus massive, plus fracassante pour toi, et en même temps qui a ce double côté, à la fois bien sûr difficile, dramatique, et en même temps positif. Et je pense que les gens et les auditeurs, auditrices auront l'occasion de le comprendre à travers ce podcast. Tu as envie aujourd'hui de nous parler du décès de JP et de tout ce que tu en as fait. Qu'est-ce que tu as déjà envie de nous dire un petit peu sur le sujet comme ça te vient? Alors Jean-Pierre, pour la petite histoire, était facteur et formateur à la Poste quand son histoire est arrivée. Et le comble d'un facteur, comme l'a dit si bien une de mes filles lors de la cérémonie civile, c'est de partir en vélo pour économiser un timbre et se retrouver à faire un AVC sur le petit chemin qui nous reliait du centre des impôts à la maison. Voilà la petite anecdote et le comble de Jean-Pierre. Du coup, il est décédé sur la voie publique, décédé d'un AVC, donc un décès qui a été brutal de ce fait. Alors, éprouvant pour tous, pour ses amis. Pour moi, juste une évidence d'un JP qui en avait juste très marre, qui était fatigué, qui était exténué par l'envie d'être hyper performant, un bon papa, avec des challenges toujours plus hauts. Et il se retrouvait plus dans la vie actuelle qu'on lui proposait en 2015. Il était presque arrivé au bout de sa route, comme le disaient si bien les copains. JP était arrivé presque à bout de souffle. Ouais, donc on sent une personne qui était, comme tu le dis, à bout de souffle, qui en avait marre. Est-ce que tu parlerais peut-être de burn-out ? C'était il y a 9 ans, comme tu l'as dit, on posait pas encore ces termes-là, on parlait pas encore de burn-out, toutes ces maladies-là, ces nouvelles maladies, je pourrais dire. Est-ce que après coup, aujourd'hui, 9 ans après, tu poserais peut-être toi ce terme-là ? Alors je dirais ça parce que je suis arrivée justement à 9 ans à devoir changer, quitter la maison où qu'on avait les projets ensemble de construire son avenir et son futur proche. On a ouvert en 2014 un gîte parenthèse champêtre et pour moi c'était juste évident que c'était son antre et que c'était pour l'aider à se retrouver à sa pré-retraite qui était en train de se peaufiner. Et en fin de compte, quelques jours avant sa mort, il m'a demandé ce que ça faisait s'il mourait là ou s'il mourait à la retraite. Et je lui ai dit que ça changeait beaucoup de choses parce que tant qu'il était encore en activité, ça peut paraître un peu idiot, mais tant qu'il était encore en activité, c'était plus facile pour moi en tant que future veuve, si je peux dire ça maintenant avec le recul,
Je pense qu'au fond de lui, il savait qu'il était vraiment au bout du chemin, puisque le 13 mai, il avait été opéré d'un événage simple et il était arrivé la bouche en cœur en me disant qu'il voulait juste mourir. Et il a réussi à faire une complication très rare. Et il n'est pas mort de sa complication, il est vraiment mort de son AVC sur le bord de la route, quoi. Donc c'est vrai que ça avait beau être le meilleur papa du monde, c'est pas comme ça qu'il se voyait. Ça avait beau être le meilleur formateur, c'était un taiseux, c'était quelqu'un qui savait pas dire les choses, qui était hyper émotif, qui était peut-être trop humain avec le recul. Et oui, il était pas loin du burn-out et il en pouvait vraiment plus. Je dirais ça. Et sa mort pour moi, comme je fais partie de celles qui l'ont accepté, puisque je l'ai vu descendre dans ses affaires et dans son enfer, c'est un lapsus, dans son mal-être, hein, puisque Jean-Pierre avait eu un parcours de vie un petit peu compliqué et qu'il avait changé de rythme il avait été fragilisé par sa vie tout court. Déjà le fait d'arriver 17 ans après un frère et une sœur, d'être un enfant de vieux, comme il disait, un retour de patrouille. Je crois qu'il a eu vraiment beaucoup de difficultés à trouver sa place. Il avait une maman super aimante, qui lui faisait beaucoup de guiliques. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai vu sa maman, c'était Mémère-d'année, son surnom. Moi, je trouvais ça tellement horrible que j'ai, par amour, accepté que mes enfants l'appellent Mémère-d'année. Et c'était un sacré personnage, Mémère-d'année. Voilà ce que j'avais envie de dire. Donc, je crois qu'à travers tout ce que Jean-Pierre a pu offrir dans sa vie associative, dans sa vie de parcours, parce que c'était quelqu'un qui était beaucoup investi, elle a laissé un grand vide, comme le disait si bien mon ami Lucette. Et c'est maintenant qu'il est parti que moi j'ai pris conscience de tout ce qu'il a transmis et combien un mort pouvait encore nous parler après sa mort. Ouais, bien sûr, je dis souvent la mort éclaire la vie et je pense que ça prend sens dans ce que tu viens de nous partager. On sent, comme tu l'as dit, cet investissement associatif et ça va prendre sens, d'autant plus sens dans après, au moment de son décès. Tu as voulu lui rendre hommage, j'ai envie de dire à ta manière, à votre manière et surtout à son image, avec une cérémonie qui lui ressemblait. Et il me semble important de dire, quand on enregistre cet épisode, on est en 2024, le décès de Jean-Pierre aura eu lieu à quelques semaines près, il y a maintenant 9 ans, donc on n'était pas non plus dans les mêmes discours. Je parlais du mot burn-out qui n'était pas à la mode comme il peut l'être aujourd'hui à la mode en 2024. Et justement, tu as su... je pense pas que tu l'aies fait pour ça, tu l'as fait, je pense, avant tout pour toi et tu auras l'occasion de nous le dire. Mais tu as su justement créer quelque chose qui était différent, qui était original, qui était novateur, qui était avant-gardiste, qui peut-être a pu choquer sur certaines choses et tu auras l'occasion de nous l'aborder ou non. Est-ce que tu veux nous dire justement un petit peu cette cérémonie, cet aménagement du salon funéraire? Qu'est-ce que tu as fait et pourquoi tu l'as fait de cette manière-là pour que justement ce soit à l'image de Jean-Pierre? Alors, à l'époque, je suis infirmière. Je travaille plus à l'hôpital. J'ai quitté l'hôpital en 2001, mais je continue à faire des remplacements infirmiers. Et les infirmières, on travaille beaucoup sur les projets de vie. Donc, à cette époque, je remets le contexte. En 2015, on fait beaucoup d'aide à la procréation assistée et on fait aussi beaucoup de soins de cancer. Donc, en ce qui me concerne, j'ai toujours été un peu l'infirmière non rentable, l'infirmière un peu casse-pied, l'infirmière lourde avec un S ou sans S, parce que j'avais toujours une approche un peu différente auprès de mes malades et auprès de l'accompagnement. Donc, je faisais écrire mes patients à leur saloperie de maladie. Je disais qu'on n'était jamais en guerre, qu'on était en alliance, parce que quand il y a une guerre, il y a des gagnants et des perdants. Et je pense que j'essayais d'amener à accepter l'inacceptable, que, en fin de compte, si on a accepté de vivre, même si on ne le sait pas au départ, c'est pour accepter ce parcours de vie qui est certes des fois des choses comme on n'a pas prévu. Par exemple, moi j'avais toujours dit, et
l'année 2000, ça devait être une année qu'on ne devait pas passer vu toutes les peurs à cette époque-là. Et moi, c'était l'année de mes 40 ans. Je criais à qui voulait l'entendre que ça serait ma plus belle année. Le 17 février, la vie en a décidé autrement. Ça a été une semaine horribilis, puisque ça a été la semaine où mon frère est entré dans le coma et où il est décédé. Ça a été le même jour mon mari qui a fait une première biopsie et qu'on a étiqueté un cancer. Ça a été aussi la semaine où mon papa a eu des examens neurologiques et où on s'est avéré qu'il avait sa saloperie de maladie dégénérative. Donc entre ce qu'on veut et ce qu'on peut, des fois on est en perte de sens. Et j'ai un côté qui peut être aussi des fois désarmant pour certains, c'est que je passe très vite du rire aux larmes et que j'arrive à me laisser traverser parce que j'ai à vivre. Donc à l'hôpital, on m'appelait soit la cour des miracles parce que je savais couper le feu, mais j'ai rien fait pour. C'est simplement les patients qui m'ont dit que je coupais le feu. Euh, j'ai, comme je travaillais en cancer, il n'y avait pas les porte-4, il y avait les petites veines de rien, il fallait les fragiliser, il fallait faire attention. J'avais de la chance de sentir la veine, mais c'est sûr que je me jetais pas dessus, que je fais partie de celles qui tiraient son manteau pour faire des soins ou qui s'asseyaient au bord du lit. Donc j'étais celle qui touchait, au sens propre comme au sens figuré. Donc lourde avec un S quand c'était la cour des miracles et la casse-pied parce que des fois je faisais des choses que les gens ne comprenaient pas, quoi. Parce que forcément, quand on va frapper derrière la porte d'un patient ou derrière un malade, quand on est en hospitalisation extérieure et qu'on est libéral, on ne sait pas qui on va trouver. Et je me rappellerai tout le temps, arriver un matin pour une prise de sang, et que ce monsieur, il me raconte qu'il a été au CHR la veille et qu'on lui a dit qu'il y avait un cancer et que déjà on ne pouvait plus rien faire pour lui. Alors c'est sûr que les 10 minutes programmées par mon infirmière que je remplace, ça va désorganiser tout. Donc des fois, le regard accusateur d'avoir pris du temps, vous savez pas ce qui se passe derrière. Donc j'aime dire que moi, quand on m'a fait des réflexions, et j'en ai eu, une infirmière libérale, il y a libre. Donc, hormis les obligations par les soins de cancer et par les choses qui doivent être faites à heure fixe, sinon, je mettais des fois de l'ingérence pour certains, mais j'avais pas à me justifier. Donc, des fois, j'en ai fait bouder plus d'un, quoi, parce que... Et on sent ton côté libre, justement, autant dans ta profession, comme là, tu l'exprimes justement en tant qu'infirmière. Et c'est justement cette liberté qui était originale et novatrice, en tout cas dans l'approche funéraire et dans l'approche de la cérémonie que tu as voulu en avoir. Et c'est ce que je trouve beau, parce que c'est ce qu'on voit un petit peu plus aujourd'hui. C'est pas encore totalement commun, mais justement, comment tu as mis cette liberté et ta personnalité au service finalement des funérailles de Jean-Pierre? Tout ce que j'ai appris, parce que ce monsieur, je l'accompagnais le temps jusqu'à la fin. J'ai eu aussi l'occasion d'aller à un enterrement du papa de Pierre. Et Pierre m'avait appelé, j'avais vu son papa, j'allais bénévolement porter, écouter, parce qu'il n'y avait pas les soins palliatifs et tout ça à cette époque-là. Et c'est vrai que Pierre, il avait fait un tableau et j'avais trouvé ça super chouette. Et quand j'avais raconté ça à mon mari, qui me laissait aller aux enterrements, qui savait mettre des films à pleurer de rire ou des films à pleurer de chagrin, quand je rentrais, que j'avais le cœur gros après ma tournée, on a eu l'occasion de parler... parce que mon mari a fait 2 épisodes avant de vraiment cet accident qui a été fatal le 27 mai. Donc pour moi, Jean-Pierre, c'est un filou. Il savait comment m'apprivoiser. Donc Mireille Dumas, j'arrivais à être captée. Et quelques jours avant la mort de JP, on a pu discuter de sa fin de vie, parce qu'il y avait quelque chose avec la loi Leonetti, ou alors les premières lois avant-gardistes sur mourir dans la dignité. Moi, j'ai toujours milité pour ça. Et je fais partie à ce jour de celles qui aimeraient qu'on puisse choisir, bien encadrer notre fin de vie, qu'elle soit légitime et qu'on puisse au moins choisir pour... Après, je sais bien que c'est compliqué. Des fois, on aimerait retenir plus souvent les gens qui s'en vont, mais pour moi, ce n'est pas juste. Je pense qu'il faut accepter des fois qu'on est juste au bout du rouleau. Donc, avec mon mari, je me rappellerai tout le temps que comme il avait fait un problème le 13 mai d'une intervention simple et qui avait fait un petit problème, je lui avais dit « Ok, mais tu te loupes pas, tu fais ton AVC massif. » Parce que moi, pour avoir connu des copains du rugby et des grands blessés, dont Didier, qui était son ami, je me voyais pas, moi, un petit crinchon, à devoir faire des soins avec mon mari, à me briser,
Ça me rappelle aussi que je faisais des toilettes et une fois, j'ai beaucoup aimé une de mes patientes qui m'a dit: «Vous comprenez Isabelle, c'est pas que je veux pas, mais je veux rester jusqu'au bout dans la dignité d'avoir été sa femme et je veux pas être son aide-soignante». Et ça, j'ai trouvé ça magique et j'ai trouvé que c'est vraiment des choses qui me parlent. Donc arrive un moment donné, il faut savoir déléguer et que chacun son rôle et que tout ce qui est métier de soin, tout ce qui est soignant, ben, on est vraiment en ce moment en grande difficulté parce que, tout le temps qu'on passe, à parler avec nos patients et moi j'étais une infirmière non rentable. Déjà parce que j'éduquais les patients à accepter leur cancer du sein ou leur appareillage en soins digestifs. C'est tout ce temps-là qu'on n'a pas et aussi, pour avoir été à des formations sur le transgénérationnel. Comment se passent les maladies? Qu'est-ce qu'on peut passer après la mort? Et pour aller toujours, si je pouvais, aux enterrements de mes patients et écrire, à ces familles ou aller les revoir après sur mon temps personnel pour savoir, comment ça allait sans eux. Parce que je pense que le tsunami, il est familial, mais il est aussi pour toutes les victimes collatérales. Donc pour moi, ça a du sens de faire ça. Donc à Jean-Pierre, ce soir-là, je me rappelle, je pourrais pas vous dire quel jour, mais j'ai promis que je laisserai partir, mais que je pourrais pas, l'étouffer, que je pourrais pas, prendre la décision d'eux, mais que si un jour, il y avait quelque chose de gravissime, je ferais arrêter les soins si c'était possible. Donc je me rappellerai toujours ce 27 mai, qui pour moi a été, un cadeau de la vie pour lui, pour pouvoir lui permettre d'en terminer avec sa vie qui pour lui était plus, comme il l'entendait. Pour moi, c'est sûr que c'était compliqué d'appeler mes enfants dans l'urgence, de aussi d'accepter qu'on continuait à le masser alors que je disais qu'il était décédé plus ou moins à telle heure et qu'il y avait tout ça à faire. Mais pour moi, c'était, juste indispensable de dire, «Il aurait pas aimé, laissez-le». Alors j'ai eu des cadeaux de la vie, parce que comme j'étais infirmière à l'hôpital, un petit dragon qu'on se battait pour venir voir cette personne qui, derrière ses airs de dragon, avait beaucoup d'humanitude. Quand je suis arrivée que dans ma rue à pied, pour aller voir, puisqu'on m'a appelée en disant que mon mari avait fait un malaise, j'ai eu un cadeau de la vie. C'était un de mes élèves infirmiers que j'avais formé, qui était infirmier au SAMU et là je me rappelle, j'ai dit son nom alors que je pouvais pas savoir forcément que c'était Jean-François, JF et j'ai dit: «JF, il est mort depuis longtemps, est-ce que tu peux arrêter?» Et on a pu, de ce fait-là, mettre un temps et puis on a pu, accepter l'inacceptable, le laisser partir. Voilà, je pense que ça, c'est important et après pour moi, très vite, ça a été appeler et à redéfinir ça, ça peut paraître un peu stupide, mais la première chose que j'ai fait, j'ai appelé, mon amie Muriel, qui m'avait fait rencontrer une infirmière, pour laquelle je faisais des remplacements. Jean-Pierre est décédé un mercredi et le vendredi, je devais remplacer absolument et j'ai appelé pour prévenir Muriel que je pouvais pas remplacer son amie parce qu'il était arrivé quelque chose de très grave à Jean-Pierre et qu'il était décédé et je crois que j'ai appelé sa collègue après et j'ai dû m'excuser, je crois, dans l'émotion en disant: «Je pourrais vraiment pas, te remplacer, mais vraiment je peux pas faire autrement». Et je crois qu'à partir de ce moment-là, j'ai compris aussi qu'on était plus, obligés de faire des choses inavouables. Parce que j'ai toujours fait passer mes enfants, mon mari, tout le monde avant moi et avant le travail. Quand je dis moi, j'étais fusionnelle avec mon boulot et il y a des fois, j'ai pas été juste. Donc si mes enfants écoutent un jour le podcast, je leur demande pardon. C'est à 20 ans où je suis pas arrivée à l'heure, les soirs de Noël où c'était pas ça, les soirs de réveillon où j'ai été, le 31 décembre, d'une certaine année où je suis rentrée et j'ai malheureusement assisté à 4 décès et quand je suis arrivée au réveillon, j'ai pas supporté la bobologie de mon voisin. J'ai pris mon entrée et je suis partie. Donc pour tout ça, et les fragilités qu'on a, parce qu'à cette époque-là, il y avait pas les accompagnements des infirmières, il y avait pas de psychologue. Donc par contre, il y avait quelqu'un de formidable que je connaissais qui était madame Roussel, qui est à la retraite maintenant et que j'ai eu l'occasion de rencontrer pour totalement autre chose et qui m'a permis de la voir régulièrement pour parler de ce trop-plein, de toutes ces choses que je supportais plus ou que j'ai laissé des fois une partie de moi et mes collègues, m'appelaient Jacqueline de Jacques Salomé et j'ai toujours été à faire passer les autres, mais je crois que ça, c'est quelque chose que maintenant j'ai appris à doser.
Merci pour ton émotion et merci pour ce que tu laisses justement transmettre. On sent beaucoup d'émotions dans tes paroles, que ce soit envers ton métier, que ce soit envers tes enfants, que ce soit envers Jean-Pierre. Et justement, parce que depuis tout à l'heure, tu tournes autour du pot et tu réponds pas à ma question. Alors, j'ai fait... Et j'aimerais beaucoup que tu répondes à ma question parce que je pense que ça peut aussi montrer à quel point on peut personnaliser en fait ce qui se passe et à quel point en fait la mort peut aussi être joyeuse, vous prenez le mot s'il résonne en vous, mais en tout cas joyeuse dans le sens à l'image de la personne, pas une fête qui est forcément joyeuse où on pleure de rire ou peut-être on pleure de chagrin, mais il y a ce côté festif, ce côté coloré. En tout cas c'est comme ça que moi j'aime voir la mort et je dis souvent ça fait partie des peu de fois où tout le monde se réunit à la naissance, au mariage et à la mort. Donc ça fait quand même partie de ces 3 moments qui sont importants et t'as su rendre ce moment unique. Je pense que clairement, je peux le dire et j'aimerais beaucoup que tu nous expliques comment tu as fait. Donc quand Jean-Pierre, quand ils ont décidé de dire que c'était fini, je suis partie ranger, parce que je consultais ce jour-là, je suis partie ranger mon bureau, terminer ma consultation et puis je suis retournée après. Et là, ça nous appartient plus. Et là, j'appelle donc Muriel, j'appelle ma famille et j'essaye de joindre mon fils. J'ai une fille qui vit au Canada. Donc je me rappelle, j'appelle sa meilleure amie, je lui dis que c'est important, elle me croit pas. Elle croit pas que JP peut être mort. Et je lui dis si, il faut la déranger absolument. Et comme le dit Mathilde maintenant, puisqu'elle sait que j'allais avoir ce podcast, elle n'a jamais été aussi vite pour faire une valise. Elle n'a été jamais aussi vite pour acheter un billet d'avion. Et avec le décalage horaire, elle est arrivée tout de suite le lendemain pour pouvoir être là et me seconder. Donc très vite, on a décidé ensemble. Donc je tenais un gîte. On a décidé très vite ensemble de s'approprier avec la pertinence de Laurent, qui est thanatopracteur, et avec lequel j'ai la chance encore de le voir et d'avoir une relation assez particulière, puisque très philosophique par rapport à l'idée de vie et de mort. On s'est retrouvés là cette année sur notre chemin, grâce à tous ces défunts et ces personnes parties. On a instauré le salon funéraire. On a eu de la chance. C'était le week-end de la fête des mères, mais il n'y avait pas beaucoup de monde. Il y avait une petite grand-mère qui n'avait pas de famille. Donc quand il y avait trop de monde pour mon mari, on allait... Moi, j'allais prier et parler avec cette femme qui était toute seule et qui avait pas assez de visites à mon goût. Et on a fait une salle de cours avec la complicité de mes enfants. Donc, on a fait le iPod, on l'a accompagné de 9h à 19h parce qu'on voulait pas le laisser tout seul. Je me rappelle un jour Mathilde qui râlait parce que elle dit « Maman, tu te croirais dans ton salon ?» Et je lui dis « Viens avec moi » et je prends mon sac sous le bras parce que j'étais en train de finir ce que je n'avais pas le temps de faire avant vraiment la cérémonie, les enterrements, tout ça, de terminer ma liste de patients et mes transmissions, aussi idiot que ça puisse paraître. Et je lui dis « Regarde ». Et je lui ai fait lire qu'on est salon funéraire. Et je me rappelle avoir été violente dans ma façon de dire « Tu vois, s'il n'était pas mort sur la route, il serait dans mon salon ». Parce que pour moi, c'était vraiment quelque chose de dramatique. Donc, je lui ai fait... Il était dans le monde du rugby. Très vite, on a décidé avec les enfants de faire un faire-part. Et en même temps, Jean-Pierre n'était pas famille. Et il râlait. C'était quelqu'un qui était dans sa période, je dirais burn-outé, qu'on avait un peu ras-le-bol. Donc, on a essayé d'être le plus juste par rapport à son envie. Donc, on n'a pas vraiment mis ma famille ni la sienne, puisqu'il avait coupé plus ou moins les ponts. Donc, c'est peut-être pas juste, mais c'était comme ça qu'on le sentait. Le respect de sa volonté, en fait. Le respect de sa volonté. Il était allergique au pollen, donc il voulait pas de fleurs. Et il disait, avec beaucoup d'humour, ni fleurs, ni couronne, rien que des chèques pour le veuf. Donc ça, on n'a pas suivi sa volonté. Mais on avait proposé de faire une donation pour les grands blessés du rugby. Le matin de sa mort, il avait pris des photos du jardin de la Prairie Fleurie. Et on avait rendez-vous pour aller rendre visite à une amie qui avait accouché ce soir-là. Et il m'a dit, je te promets, ce soir, on parle du jardin. Donc ça, il l'a jamais fait. Mais d'un commun accord, il y a eu des fleurs, il y a eu des choses, tout à replanter. Donc il y a une partie de JP qui est dans le jardin. Et 8 ans après,
comme il y a eu le Covid, comme il y a eu plein de choses, il a fallu se reconstruire et puis se séparer, accepter et se séparer. C'est ma fille Louise qui a repris la maison et qui redonne une nouvelle énergie avec son mari et ses deux enfants. Donc ça, c'est chouette. Donc je me rappelle que j'ai appelé mes copains et que j'ai demandé pour faire les tontons flingueurs parce que Jean-Pierre était très téléphile. Il n'y avait pas une phrase où il finissait pas par une connerie. C'est les enfants, c'était je suis fière de ton réussissement. La grande vadrouille, il connaissait tout. Les tontons flingueurs, il connaissait tout. Donc j'ai appelé mes potes et à ce moment-là, j'étais à destination Cœur de Flandre. J'ai demandé à mon ami et ils ont joué franco. Ils ont accepté. Et je voulais faire une satire et je suis arrivée. Après, j'ai demandé si on pouvait écrire sur le cercueil. Laurent m'a dit oui. Donc, il faut savoir quand même que il y a prescription. Ça peut peut-être donner d'envie à d'autres. Je pense qu'il faut vraiment aller jusqu'à ses envies. J'ai pris le couvercle du cercueil et là, j'ai mis tous les gros mots parce que je disais qu'il n'avait pas le droit de me laisser tomber. J'avoue que depuis qu'il est parti, je compte, je dis pas il aurait tel âge, mais je compte, ça fait autant de temps que t'es pas là et purée, qu'est-ce que tu me manques. Et je suis fière, tout comme toi, du réussissement de mes enfants sans toi. Mais je pense que là où tu es, tu as tellement donné de valeur de ton vivant. Et de toute façon, même si c'est insidieux, Jean-Pierre, il est là. Moi, je suis partie de celle qui voit les signes. Donc, des fois, ça agace mes enfants. Mais je vois les signes. Donc, très vite, je me suis emparée de signes qui en font rire certains. Mais voilà, moi, je suis des fois appelée celle qui prend trop de hauteur. Donc, et en même temps, si j'en prends pas, comment on peut regarder sous un autre angle de vue? Donc, la première fois que je suis retournée à Brocéliande sans JP, je pouvais pas l'appeler pour le rassurer. Donc, on rentre et il y a un brouillard à couper au couteau et je suis avec une amie qui a des problèmes de vision et elle sent que je suis tendue et elle dit ça va pas Isa, je dis il y a un brouillard à couper au couteau, Jean-Pierre il serait là, il m'aurait déjà appelé 10 fois et là j'arrive dans la montée, c'est là l'émotion est là, je vais plus savoir vous dire mais c'est une montée, puis c'est tout des routes que je connais par cœur, c'est entre le Croix-en-Ternois et puis les petites routes pour aller vers Edda. Donc c'est un peu compliqué. Et là, je suis sauvée par un camion et marqué JP, vous montre le chemin ou quelque chose comme ça. Et j'ai décidé qu'à partir de ce moment-là, JP vous montre le chemin, ça serait un de ces signes. Et combien de fois j'ai pas vu ce camion. Je veux dire, quand il y a eu des moments d'interrogation de ma vie, j'ai un coup de blues, c'est son anniversaire, je me gare, je vais quand même chercher un gâteau pour manger à sa santé parce que c'est un gourmand et je peux pas bouger parce qu'il y a un camion qui me bloque et CJP vous montre le chemin. Donc là, je prends une photo et j'envoie ça à une de mes copines qui n'aura pas de jugement par rapport à cette ère-là. Je dis tout le temps, je vous demande pas de me croire, mais je vous demande juste de savoir ce que ça fait à mon corps. Donc la première année, je suis partie au Mandéka, chez les moines, parce que j'avais pas envie de fêter ce 21 août sans lui, que c'était compliqué. Et puis Jean-Pierre est mort à 57 ans. Il faut quand même savoir que c'était un réac, c'était un pur, c'était un dur. À ses 60 ans, Facebook, il avait prévu quelque chose. Si c'est mon pas embêté, je vous invite à mon départ à la retraite. Donc on a quand même reçu des choses violentes 3 ans après le décès de JP, mais c'était son humour. Donc quand j'ai vu ça, je me suis dit que j'avais le droit de me permettre d'avoir fait tout ce qu'on a fait. Donc le kiné, il a ramené un harakiri, on a eu des post-it. Mes enfants n'ont pas tout de suite tous compris, mais ils ont accepté. Je les avais prévenus avec beaucoup de douceur. Et il y a mon petit-fils qui a fait le haka, parce que pour moi, c'était hyper important. Donc Édouard, à ce jour, n'a toujours pas vu le film. Et si un jour il a envie de le voir, il le verra. Je pense que c'est ça. Il y a des choses que j'ai faites pour certains de mes enfants avec violence. Parce que je me rappelle, je rentre du salon funéraire et ils avaient fait sur la cheminée, ils avaient mis des photos de leur père. Et puis quand tout est fini après l'enterrement, moi je les retire et mon aîné me dit maman, je dis ça c'est chez moi et moi ici j'ai pas envie de vivre dans ça, je voulais pas de photos. Donc si vous cherchez bien, chez moi il y avait pas de photos, mais il y avait plein de choses qui me rappelaient JP.
Ça, c'était ma façon à moi. Donc très vite, j'ai rangé ses affaires. Très vite, j'ai été emportée à des copains, rugbyman et tout ça, très vite. Donc je dirais, pas de jugement, parce que Mais c'est merci de le hyper dire. compliqué. Et après, je peux en parler, parce que à son copain Géry, j'ai osé le dire au mariage de mon fils. J'ai dit, écoute, il y a la prescription, mais il faut que je te dise. Moi, j'en ai voulu à mes enfants qui, avec leur bienveillance, ont cru que ce soir-là, j'aurais été incapable de rester chez moi. Donc, ils ont tout organisé derrière mon dos et moi, j'étais abasourdie. Il y a quelqu'un qui a pris mon téléphone. C'était pour gérer parce qu'il fallait prévenir les gens. C'était violent. On n'avait pas eu le temps de se prévenir, même si moi, j'avais compris qu'il y avait des signes et que, en toute honnêteté, je le savais. Mais je voudrais choquer personne. Donc, c'est simplement, moi, à l'hôpital, quand je disais méfiez-vous, je la sens arriver. La mort, voilà, je voyais assez vite le teint gris des cancers. J'étais des fois déstabilisante parce qu'avec mes collègues, je pouvais dire je sens pas le scanner et en effet le scanner était pas bon et tout ça. Donc je demande pas aux gens de me croire, mais Et ça, c'est c'est comme important. ça. Je pense que voilà, il est important de pouvoir respecter tous les points de vue et les gens ont le droit de pas être d'accord avec ton point de vue. Et je pense que c'est tout à fait OK. Il y a ne pas être d'accord et ne pas le respecter pour moi. Et comme je dis, chaque deuil est propre à chaque personne. Et dans le sujet qui est le nôtre aujourd'hui, ben, chaque cérémonie est propre à chaque personne. Peut-être qu'il y a des choses qui ne parleront pas du tout dans ce que tu as pu dire. Le fait qu'il était fan de rugby et que tu as rebaptisé la cérémonie en dernier match, par exemple. Le haka fait par ton petit-fils. La réalisation du film qui était, comme tu l'as dit, un petit peu une satire. D'aménager le salon funéraire avec ce côté photo, etc., qui pourrait parler à certaines personnes et ne pourrait pas parler à d'autres. Mais finalement, le message pour moi qui était sous-jacent derrière ton témoignage et derrière cet épisode, c'est vraiment en fait, de s'écouter. De s'écouter déjà de notre vivant, de savoir ce qu'on aurait envie pour notre mort. Et là, ça fait écho au fait de penser sa propre fin, penser ses funérailles. Et ça fait écho au passage, si elle nous écoute, à un épisode que j'ai enregistré avec Lucie sur ce sujet-là. Et ça fait écho aussi aux personnes qui restent, aux vivants, de pouvoir avoir une cérémonie qui, j'ai envie de dire, qui leur fait du bien, en fait. Une cérémonie qui apaise le cœur parce que ces premiers moments qu'on associe au décès, c'est en réalité les premiers pas du deuil et c'est ce qui va venir aussi colorer tout le chemin de reconstruction, de cicatrisation. Et que va devenir en fait cette blessure, que va devenir ce décès, que va devenir ce deuil. Et finalement, dans tout ce que tu dis, qu'importe en réalité que les personnes soient d'accord ou pas avec toi. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Et c'est le message que j'ai envie de passer, en tout cas, sur ce podcast. C'est juste, écoutez-vous et faites de la manière qui est OK pour vous, qui a du sens pour vous, qui a du sens pour votre proche ou qui a du sens pour vous, si vous pensez votre propre mort. Alors, en parlant de penser pour la propre mort, je dirais que cette année, moi, ce qui est assez intéressant avec le recul, parce que j'arrive, voilà, je suis passionnée de numérologie et j'arrive à ces 9 ans. Donc, pour moi, c'est très symbolique d'ailleurs qu'il y ait ce podcast et plein de choses et des dates. Et ce qui me fait sourire, c'est qu'on a des gens comme Natacha Calestramé, comme aussi certaines plateformes, Alana, l'apéro de la mort, qui a fait que grâce à cet apéro de la mort, j'ai pu te rencontrer. Voilà. Je pense que rien n'arrive par hasard et après chacun ses croyances et qu'il y a des Bien jolies sûr. synchronicités. Et pour rien te cacher, la dernière fois que j'ai vu Laurent, le thanatopracteur, on a souri parce que on parlait de mes enfants quand ils ont vu qu'il y avait un Christ. Mon mari était agnostique, donc ils ont fait tirer le Christ. Et moi, quand je suis arrivée et que j'ai vu mon mari installé et la salle de cours installée par mes enfants, j'ai éclaté de rire parce que mon mari avait une rose. Et une rose pour les rugbyman, mon mari avait horreur des Anglais. Il avait un jargon pas très cool par rapport aux Anglais. Donc moi, ça m'a fait rire et je lui ai dit, t'as eu la monnaie de ta pièce, ça avait qu'à pas partir. Et voilà, donc ça peut paraître un peu rigolo et surprenant. Par contre, ce qui est bien, c'est que justement, je passais les fêtes de Noël avec Mathilde au Canada, puisque ma fille est expatriée au Canada. Et j'avais pas vu ses amis depuis longtemps. Et elles m'ont demandé mon actualité et je me suis entendue dire que j'écrivais un texte et que j'avais fait des rencontres extraordinaires et que j'étais en train de parler sur mieux apprivoiser la mort pour apprécier la vie. Et j'ai eu la chance de rencontrer des gens extraordinaires, Émergence à Bruxelles, tout ça. Donc je fais partie de celles qui peuvent être déconcertantes, mais je suis convaincue
qu'au plus on va parler avec facilité de la mort et que ça fait juste partie de la vie et que c'est important. Et c'est vraiment quand j'ai rencontré la mort 9 mois après par rapport à mon mari et que j'avais ma maman qui avait perdu 9 mois avant mon cher papa, comprendre qu'il y avait certaines similitudes, même en retravaillant sur mon projet avec ma mère. Donc j'espère choquer personne. Mais mon père était assureur et quand papa me parlait à table qu'il y avait des gens, personnes décédées, et que mon père allait aussi aux enterrements de ses clients, sa publicité à l'époque, c'était aller au mariage de ses clients, des familles des clients ou aux enterrements. Moi, sachant ça, j'avais une passion avec une autre Isabelle qui habitait, on jouait à travers la cour et sur l'estrade, comme on appelait dans la cour familiale, on faisait l'enterrement de ces gens et on priait, on faisait les pleureuses. Et récemment, en expliquant ça avec ma maman, puisqu'on parle du transgénérationnel et de qu'est-ce qu'on a envie de laisser à nos enfants et petits-enfants et arrière, ma mère me dit que pendant la guerre, elle jouait avec sa cousine aux enterrements et il n'y avait rien de pas respectueux parce qu'au contraire, alors peut-être que le mot jouer n'est pas le bon terme, mais il y a l'émotion qui est là. C'est que elle pleurait comme les Italiennes ou tout ça. Elle pleurait pour toutes ces âmes perdues pour lesquelles on n'avait pas le temps. C'était un rituel et un hommage, en fait. Parce que c'était quelque chose qu'on n'avait pas le temps. Et aussi, on discutait ça aussi de croyances pauvres heureux, vivants cachés, ce que nous disent nos parents et grands-parents, mais c'était le temps de la guerre. Donc je suis convaincue qu'on peut peut-être changer un petit peu certaines formules. Et donc, pour moi, j'ai pas de souci à parler de la mort, de dire que... Et même récemment, j'ai offert un livre à une famille endeuillée en disant, je sais pas, mais avec leur permission, j'ai parlé de ça et j'ai parlé que j'avais un rapport différent avec la mort. Et ça les a réconfortés parce que la personne qui pleurait avait cette même croyance. Donc, je pense, donc sincèrement, je suis pas sûre, mais je pense que il faut vraiment changer notre regard et le principal, c'est d'essayer de faire ce qui est le mieux pour nous. Mais ça, c'est mon expérience de vie d'accompagnatrice de cancer. Parce que je me rappelle pendant le Covid avoir intervenu pour un centre d'action sociale et de parler de la mort et du cancer, traitement de cancer. Et il paraît qu'une femme sur deux, quand elle a le diagnostic de cancer du sein, en sortant, abasourdie, elle s'arrête à n'importe quelle pompe funèbre, soit elle regarde la devanture, ou soit elle rentre et elle demande des renseignements. Et je me rappelle avoir eu ce discours-là, et quelqu'un voulait me faire taire, et elle avait accompagné quelqu'un qui venait juste d'avoir eu le diagnostic 2 jours avant, et elle avait réellement fait ça. Donc je pense que la peur ne nous empêche pas d'être, et qu'il faut, si j'avais quelque chose à dire, oser et poser cette question que tu dis si bien, c'est qu'avez-vous réellement besoin? Parce que l'intention est bonne, mais pas la forme. Donc l'intention était bonne de me dire d'aller dormir chez des amis qui étaient en plein travaux, mais Géry était tellement en colère qu'il n'est pas descendu parce qu'il était furieux contre ce copain qui l'avait abandonné, tout comme moi. Donc moi, ça servait à rien. Et je me rappelle que quand je suis rentrée, j'ai dit à mes enfants, là non. Et je suis partie en vacances entre deux. Je suis allée voir aussi à la cure thermale. Jean-Pierre s'était fausse-pillé parce que il n'avait pas fait assez de ci, a fait de ça. Et j'avais dit au médecin que Jean-Pierre était au bout du rouleau. Il avait dit non. Et j'ai peut-être pas été cool, mais je suis retournée à la fin du mois d'août en cure thermale 3 jours. Et j'étais voir le médecin. Et j'ai dit, s'il vous plaît, laissez-nous dire ce qu'on a envie de dire et ne soyez pas dans le jugement. Je pense que je les ai impactés puisque j'y allais depuis 5 ans et que vous comprenez bien que des fois je peux avoir des affinités. Et il paraît que ça fait partie d'un petit temps de discussion après en disant faites attention comment on annonce les choses. Comme quoi, il n'y a pas de petite action justement pour pouvoir faire changer les choses. Et tu disais justement oser, tu disais que tu étais en train d'écrire. Et je trouve que ça nous fait justement un très beau lien parce que tu es en train de concrétiser une pièce de théâtre afin d'aborder justement donc les sujets de la mort et du deuil, comme tu en parles là avec moi dans ce témoignage. Justement, ton objectif, et je pense qu'on l'aura bien compris, c'est de proposer une vision de la mort qui est différente, qui parlera à certains et certaines, qui parlera pas à d'autres. Et dans tous les cas, c'est OK. Encore une fois, il est important de prendre ce qui résonne pour vous et de laisser ce qui résonne pas.
sans juger, pour revenir justement sur ce que tu disais. Moi, la question que j'avais, c'était déjà pourquoi utiliser le théâtre comme moyen d'expression, justement pour lever ces tabous. Et puis, qu'est-ce qui va se passer un petit peu dans cette pièce de théâtre? Est-ce que tu vas mettre en scène ta propre mort? Est-ce que tu peux nous en dire sans trop nous en dire, histoire de nous donner un petit peu envie sur les personnes notamment qui seront sur la métropole lilloise ou sur les Hauts-de-France, parce que tu es aussi originaire du coin. Et justement, normalement, il devrait y avoir une représentation. Alors, écoute, prends le temps de nous expliquer un petit peu peut-être de où ce projet t'est venu et justement pourquoi faire ça en fait. À ce jour, j'avoue que j'ai un côté un peu revendicatif et que je suis très triste pour tous mes consoeurs et confrères du monde de soignants. Donc, j'ai un peu de mal à accepter que soignants, soignés, comme je le dis si bien, on prenne plus le temps de se poser et que même des fois, on prend plus le temps, sauf quand on se prend vraiment le mur. Et on n'est peut-être pas obligé d'attendre de perdre quelqu'un de cher pour dire tout ce qu'on a à dire. Donc ça, c'est hyper important pour moi. Je pense que moi aussi, je suis maladroite. Moi aussi, j'ai des peurs des fois d'embêter et que je me fais des fois des mauvais films et des mauvais scénarios. Donc, j'ai décidé de parler de ce temps et j'écoute des podcasts et j'écoute Métamorphose. Il y a eu l'enregistrement d'un écrivain, je pense qu'il a appelé ça Le Bonheur, et il explique d'une expérience en Corée où je sais pas si c'est un salon funéraire ou pas, mais les gens réfléchissent à leur épitaphe et à ce qu'ils voudraient, à leur discours de propre mort, et après ils vont 1 heure dans le cercueil. Et il paraît que ça les change la vie. Donc ça, je dirais que j'en suis convaincue que ça change la vie. Mais j'ai presque envie de dire, on n'est pas obligé. Donc moi, j'ai demandé quelque chose d'assez douloureux et délicat à une amie. J'ai dit, si demain tu apprenais ma mort, est-ce que tu pourrais me dire qu'est-ce que tu as envie de dire et d'écrire à cette personne si tu étais là? Donc à ce jour, mais ça peut évoluer puisque c'est en fonction des rencontres et de ce que je fais, je suis en train d'écrire pour qu'on prenne conscience qu'on est en train de nous enterrer vivants, les soignants, les soignés. On nous a quand même applaudi au moment de les infirmières. Puis maintenant, quand on voit l'hôpital, il n'y a pas que l'hôpital qui est malade, c'est notre service de soins qu'on est quand même arrivé dans un non-sens et dans toutes les peurs. Donc moi aussi, j'étais une ayatollah, il faudrait que. Donc par contre, faut pas me faire dire ce que j'ai pas dit. C'est-à-dire qu'il y a des traitements qui sont certainement importants, mais qu'il y a la force aussi du guérir. Il y a aussi la force de l'accompagnement familial et que la chose qui va vraiment être la plus forte, c'est l'amour. Parce qu'on a tous dans nos expériences de vie une grand-mère qui attend le mariage d'un petit-fils ou qui va attendre la naissance d'eux avant de passer l'arme à gauche, comme on dit si bien, ou qui va attendre certaines choses. Et on a des personnes incroyables qui sont en rémission et on ne sait pas comment. Donc il n'y a pas de petits et de grandes maladies. Il y a d'ailleurs un très beau film qui m'a fait penser à ça aussi, où il y avait un changement de diagnostic parce que c'était avec Tapi qui jouait le rôle du gaillard qui avait le cancer et l'autre c'était un autre acteur, et on avait échangé. Et ce film montrait que celui qui avait le petit cancer, il le faisait gros, et celui qui avait le gros cancer, mais comme on lui disait que ça irait, il n'y a pas. Donc moi j'ai connu quand on n'avait pas le temps d'aller sur internet, qu'on n'avait pas le temps de lire toutes ces contre-indications. Donc moi j'ai appris aussi à des patients à les accompagner autrement, à la place de prendre leur sacré S de médicaments ou MERDE, de les prendre comme un allié et non plus comme quelque chose qui allait les rendre malades. Quand ils allaient dans la radiothérapie, de dire que c'était une bulle de lumière qui les brûlait, mais un petit peu comme le soleil qui pouvait les haler, qui pouvait leur donner un beau temps, qui certes brûlait des cellules malades, mais qui pouvait faire en sorte que ça pourrait peut-être aller. Donc je fais partie de celles qui pensent que le souci, c'est joli dans le jardin, c'est orange ou c'est jaune, c'est la couleur de la joie, de la bonne humeur et du mouvement, selon William Barton, avec lequel j'étais formée. Ça s'appelle souci ou calendula. Si c'est calendula, Chlorane vous dira c'est beaucoup plus cher. Si c'est souci, c'est peut-être le début des embêtements.
En fait, il y a un double message derrière cette pièce de théâtre. Enfin, en tout cas, je le ressens comme ça et tu me diras si c'est le cas. Mais j'ai le sentiment qu'il y a autant le fait de venir démystifier la mort, partager ton point de vue, proposer une autre perspective justement sur la fin de vie, sur la finitude. Mais il y a aussi tout un volet sur le côté santé, sur justement les soignants, comme tu le dis. Et justement, le fait que vous n'êtes pas écouté et que c'est la mort d'un système, la mort d'un système de santé. Est-ce que c'est ces doubles messages? Est-ce qu'il y a cet aspect-là? Alors, il y a double message par rapport à la santé et aussi de dire, on ne sait pas comment vivent les gens. Euh, euh, Moi, je me rappelle que mes copines avaient fait aussi dans le film, t'as vu Isa, elle pleure pas. Je pense que je pleure pas devant les gens. Et j'aime pas dire les gens parce que moi, je suis où dans les gens? Je suis quand même, je fais aussi partie d'une personne. Mais par pudeur, mais j'ai jamais tant gueulé. J'avais une maison tout en long. Je pense que j'ai dû faire, si j'avais mon podomètre, je pense que les premières nuits, j'ai passé 5 heures à marcher dans mon terrain et à marcher, à ruminer, à hurler. Mais j'étais seule. Je pense qu'il y a ça aussi. Tu veux rendre visible en fait ce qui ne l'est pas, tu veux dire ce qui est tu et ce qu'on passe aussi sous silence en fait. C'est vraiment ça, c'est porter ta voix sur des sujets qu'on laisse tabous, sur des choses dont on veut pas parler ou qu'on rend visible une fois de temps en temps. Comme tu dis, on nous a applaudi pendant le Covid, mais le reste du temps, on est un petit peu passé sous silence finalement. Oui, et en même temps, il arrive un moment donné, il faut savoir tourner la page. Alors, je pense que mon livre va être aussi le fait de dire, ben voilà, maintenant, ça fait 9 ans. C'est pas que je te laisse partir parce que je l'ai accepté, mais comme Macha Merrill le dit si bien et qu'elle a écrit, je crois, un livre, moi j'aime pas qu'il y ait marqué veuve sur ma pièce d'identité, par exemple, parce que quand je présente ma carte d'identité à certains moments, je me sens, les gens me regardent et je vois ce truc, alors que si sur mon passeport c'est veuve, mais mon billet est bien marqué Bossard, Isabelle. Ça me plaît. Et c'est aussi dire que Macha Merrill dit je suis pas veuve, je suis mariée à un mort. Et ça, j'ai trouvé ça un peu pertinent et cassant. Pareil pour la compagne de Jean Rochefort, qui explique aussi que la vie continue et qu'elle a aussi des signes. Il me semble qu'à ce jour, on peut dire, peu importe, laissez-nous rêver. Et moi, je suis persuadée que là où Jean-Pierre est, il veille sur moi et sur notre tribu. De toute façon, moi, j'ai un rituel chez moi. Mon père, j'ai perdu mes frères et mon mari. Et quand ils étaient en âge de la jeunesse et qu'on était jeunes mariés, mon père il disait Paulette, Paulette, à 3 ils font la paire. Donc il y avait mes 2 frères et mon mari. Et quand je vais au totem, quand je dis le totem, ils sont tous incinérés dans un physiquement, si on a envie d'aller. Enfin, c'est rigolo de dire physiquement. Physiquement, si on a envie d'aller sur un lieu, on peut aller à leur cimetière. Mais sinon, moi, j'ai expatrié mon lieu, c'est chez moi. Tous les jours, je leur parle. À part que maintenant, c'est plus à lui que je dis bonsoir en dernier, quoi. Ni bonjour. Mais j'ai l'impression que chaque jour, il veille au même titre que on se passe de mère en fils des secrets ou des recettes. Déjà, moi, je me rappelle au début, même à l'enterrement, puisqu'il y a des gens qu'on n'a pas vus depuis longtemps, et quelqu'un me dit, tu te rends compte, qu'est-ce que ton fils lui ressemble? Ça te fait rien? Je crois que j'ai dû lui dire, tu veux que je le tue? Ben non. Je trouve que voilà, j'ai dit tant mieux, Jean-Pierre est mort une fois et c'est la réincarnation, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas. Au même titre que mon petit-fils, la fois dernière, je suis tombée sur une photo de famille de mon mari petit. Bah, si on ne dit rien et qu'on mettait un petit peu de couleur, je pense que ça pourrait très bien aller à mon petit-fils. Donc peu importe, on peut pas faire comme si. Parce que je suis convaincue qu'on est obligé d'accepter nos racines. Et moi, j'espère que ça fera encore rire mes enfants, mon côté décalé ou mon côté des fois perché, comme ils disent. Ou ma mère, qu'est-ce qu'elle va dire? Ben, elle va dire, j'ai appris peut-être à faire attention un peu plus à ce que je dis. Mais c'est vrai que des fois, j'ai peut-être fait des excès. Mais à ce jour, je regrette absolument rien de ce que j'ai fait. Et Et je pense que c'est le plus important. En réalité, il n'y a je pas crois à que Jean-Pierre, regretter. au moins, j'ai respecté ses dernières volontés qui étaient à mi-mot. Je suis contente et prête à entériner une page avec cette histoire qui va me permettre d'accepter une autre philosophie et continuer de vivre sans eux, mais avec tout ce qu'ils nous ont inculqué.
Voilà, l'amour de la vie. C'est ça, en fait, on ressent beaucoup de vie à travers... tu as rendu finalement cette cérémonie vivante. Tu rends aujourd'hui ce message vivant en le mettant en scène. Enfin, il y a quand même cette mise en scène qui est importante où tu vas le vivre, où tu vas l'incarner, que ce soit le message par rapport aux soignants, que ce soit ce message par rapport au fait de démystifier la mort. Donc, il y a le fait de vouloir évoquer cette mort afin de mieux appréhender la vie, pardon. C'est vraiment, pour moi, la mort éclaire la vie, comme on l'a dit justement en ce début d'épisode, et je voulais vraiment te remercier justement pour ce témoignage. Comme tu l'as dit, oui, tu as ce côté un peu perché, il faut pouvoir te suivre, et c'est ok, et moi j'aime bien, et moi ça me parle, et si ça parle à certaines personnes, tant mieux, et si ça parle pas à d'autres, c'est ok aussi. Il faut de tout pour faire un monde. Il faut des gens un peu plus perchés, des gens pas perchés du tout, et tout ça fait le fait que on a un monde qui est assez diversifié et qui parle à certaines personnes et pas à d'autres. Et justement, pour pouvoir clôturer cet épisode, si tu l'acceptes, tu es venu participer à un apéro de la mort. C'est même ce qui nous a permis de se rencontrer et de pouvoir là concrétiser cet épisode en présentiel en plus. Est-ce que tu aurais envie de nous dire soit ce que ça t'a apporté ou ce que tu as pu y trouver, ou tout simplement peut-être pourquoi tu y es venu? Qu'est-ce qui a fait que tu es venu à un apéro de la mort? Je trouverais ça intéressant. Alors, j'avoue que l'apéro, pour moi, c'est un peu la fête, hein. Et un apéro de la mort, ça m'a permis, c'était pour moi un peu décalé, donc je suis venue par curiosité. J'avais écouté avant de ce fait-là, j'ai fait des recherches, j'avais écouté un petit peu ce que tu faisais avec Sandrine Lô, et j'ai proposé à une amie de m'y accompagner. Et ce que j'ai apprécié, on était nombreuses, et oui, quand je suis arrivée, j'avoue que c'était dans un lieu atypique, puisque c'était un café, du côté de Marc-en-Barœul, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. Où il y avait plein de tuyaux, où il y avait plus souvent, je pense, de la musique un peu style hard rock ou rock. Ouais, c'était au Black Lab, donc en effet, il y a pas mal de concerts rock. Aller à un apéro de la mort là, ça m'a permis de me rendre compte que ça pouvait être totalement décalé. Et voilà, donc moi je suis pas perchée, je dis juste que je prends de la hauteur, et que quand on monte sur une échelle, on voit mieux ce qui se passe en bas, et que ça permet de prendre un angle de vue différent. Voilà, et je me rappelle, sans vouloir trahir, parce qu'il y a quand même une petite confidentialité, c'est que ce soir-là, j'ai alpagué un monsieur au bar en attendant. J'ai demandé si j'étais déjà au bon endroit. Au gars, et il y a quelqu'un qui m'a demandé ce que je faisais, qui m'avait confondu avec toi, Charlène, que je t'ai présentée. Et le hasard a fait que cette personne est restée et qu'elle a pu guérir une plaie qui était restée béante d'un événement où il avait été confronté à une mort par personne interposée. Et ça, j'ai trouvé ça magique. Donc rien que pour ça, j'ai trouvé qu'il y avait cette possibilité-là. Et c'est vrai que au plus on va parler de la mort et la démystifier, au plus on parlera de la vie. Alors, dans la ville où je suis en transit là actuellement, c'est vrai que j'ai parlé à un café que j'aime bien. Et a priori, ils sont pas contre le fait d'en accueillir aussi. Et je pense que, voilà, il y a les sages-femmes qui nous mettent au monde. Ça, c'est le plus beau cadeau de la vie quand tout se passe bien. Et il y a des personnes qui nous accompagnent différemment. Donc, il y a tout ce personnel de soignants, d'aides-soignantes, de tout ce qui gravite autour, les hôpitaux à domicile et tout ça. Tout ce personnel de soins qui est méconnu. Tous ces ambulanciers, toutes ces choses qui sont que il faut avoir un sacré charisme pour pouvoir accompagner des gens à des traitements lourds. Et oui, donc c'est un peu pour essayer de démystifier ce qu'on fait et de faire comprendre qu'on n'est pas que ça peut être aussi ce qu'on fait là. Pour certains, c'est du blabla, et pour d'autres, ça va impacter d'autres, et chacun va pouvoir se raisonner et prendre ce qui résonne en eux et voir 3 jours après ce que ça fait à leur corps. Donc avec mon mari, je l'ai connu. On allait dans les hôpitaux et dans les hospices Cueillé-Lapis. On allait imiter Coluche, on allait l'eau ferrugineuse, Fernandel, Bourvil, ça nous parle. Et si mission il y a, comme c'est un mot à la mode, comme je suis retraitée maintenant et que mon désir n'est plus forcément de séduire et de plaire, j'ai décidé d'être juste moi et d'être en émoi, pas émoi, mais de pouvoir peut-être accompagner différemment. J'ai failli faire des accompagnements dans mon jardin.
J'ai rencontré des gens extraordinaires, même des gens qui se sont reconvertis de la Poste. C'est Rondelle de Bois. Elle fait aussi, peut-être que tu connais ou pas, mais là, je sais pas son nom, mais elle fait des symboles où elle fait des arbres pour pouvoir planter après des événements heureux ou des décès. Donc c'est continuer qu'à chaque fois qu'il y a un mort, pour moi, c'est faire un acte vivant pour pouvoir continuer la vie, quoi. Donc j'ai planté des arbres qui symbolisaient Jean-Pierre et quand je vais parler à un arbre, j'ai l'impression de parler à tous ces gens et tous ces mystérieux de la nature. Donc pour moi, Jean-Pierre, il est partout et nulle part. Voilà sur quoi je peux terminer si ça te convient. Merci beaucoup pour ce témoignage, Isabelle. J'espère que, en tout cas, ça aura pu résonner, exactement comme tu l'as dit, que chacun prenne ce qui a du sens, que chacun laisse ce qui n'a pas de sens. Mais en tout cas, ça peut parfois, même s'il y a des choses qui dérangent ou qui viennent gratter à l'intérieur, questionnez-vous, qu'est-ce que ça me fait réellement et peut-être pourquoi ça me dérange, pourquoi je suis pas OK avec ça, pourquoi ça fait pas sens pour moi. L'idée, c'est pas de prendre le témoignage d'une personne, toi en l'occurrence aujourd'hui, et de dire je vais faire tout pareil. Non, c'est comment vous avez envie de faire et comment le témoignage d'Isabelle ou de n'importe quelle autre personne peut vous aider, vous faire réfléchir et vous faire cheminer pour trouver justement votre propre chemin et votre propre manière de faire. Donc merci pour ce témoignage qui en est un parmi tant d'autres parce que pour moi chaque témoignage est unique. Et puis voilà, une pensée à nos défunts, encore une fois, une pensée à JP et à vos défunts, à vous qui nous écoutez, auditeurs et auditrices. On ne peut pas faire parler un mort, mais si Jean-Pierre avait pu, je pense qu'il aurait dit « N'attendez pas d'être mort, vivez bordel ». Et à votre santé, vive les apéros de la mort. C'est une belle conclusion. Merci beaucoup, Isabelle. Un grand merci pour votre écoute, votre attention et votre fidélité sur ce podcast. J'espère que ce dernier épisode vous a inspiré et vous permettra d'envisager votre reconstruction. Si vous ressentez le besoin d'être soutenu et accompagné dans votre processus de deuil, nous pouvons en discuter directement lors d'une séance découverte gratuite. Les liens sont en description. Ensemble, changeons notre façon de voir la mort et pour cela, je vous donne rendez-vous ici même dès lundi prochain.